Bonjour à tous les amis du Cercle Aristote, c'est toujours pour moi un bonheur et un honneur de vous retrouver. J'ai voulu vous parler aujourd'hui du mondialisme et en particulier de la façon dont je l'aborde dans mon dernier livre, Le Mirage mondialiste. J'ai voulu dans ce livre décrypter le mondialisme, sa doctrine, ses commandements, ses principes essentiels, mais surtout montrer comment le mondialisme s'infiltre dans les esprits, imprime sa doxa dans nos vies quotidiennes et en particulier à travers les écrans. J'ai voulu que ce livre soit un peu un miroir de nos vies aujourd'hui terriblement influencées par tout ce qui est numérique et tout ce qui est image, écran. Ce livre répond pour moi à un vide important que j'ai constaté dans tout ce qui commente et disserte sur le mondialisme. On y parle beaucoup de références philosophiques, historiques, ésotériques, économiques, mais très peu des médias et du divertissement qui occupent une part très importante de nos vies et nous exposent de façon quasi subliminale à cette idéologie, mais sans que nous le percevions forcément. Or, les écrans, les musiques actuelles, les publicités, les films, les séries portent tous quasiment la même idéologie, celle du mondialisme, mais sans en parler, sans le dire, elle ne se déploie pas de façon visible et de façon affirmée. Car le mondialisme a ceci de particulier qu'il avance masqué. Il se cache derrière la mondialisation. Il s'insinue en elle. Or, la mondialisation, c'est un mouvement inéluctable. C'est un mouvement qui est fait du progrès technologique, qui rapproche les distances, permet de communiquer partout dans le monde en un clin d'œil. La mondialisation, c'est un fait. On ne peut pas le combattre. Et d'ailleurs, est-ce que c'est souhaitable? Parce qu'elle permet au peuple de mieux se connaître, de partager beaucoup plus de choses ensemble. La mondialisation, c'est un fait, et ce n'est pas quelque chose que l'on peut combattre. Le mondialisme, c'est tout à fait autre chose. Le mondialisme, c'est une idéologie qui vise à unifier le monde en un seul peuple, à abolir les frontières, les nations, et au final, à établir une gouvernance mondiale. En fait, le mondialisme, c'est un peu une reprise du mythe de la tour de Babel, revisité à la sauce contemporaine, mais d'autres époques l'ont aussi exploré. On peut revoir Utopia de Thomas More pendant la Renaissance. L'époque athénienne, c'était Diogène le cynique qui en parlait. Et puis les Lumières aussi, on en parlait, en particulier par exemple Monseigneur de Boisgelin, qui vivait au XVIIIe siècle et qui parlait du développement des échanges commerciaux à l'échelle mondiale pour parvenir à une paix universelle. Voilà, donc c'est une idée qui remonte à loin. Le mondialisme n'est porté politiquement, ouvertement, que par une partie de l'extrême gauche et également par la maçonnerie. Donc des courants ultra minoritaires ou alors occultes. Le mondialisme, en fait, se cache. Et pourquoi est-ce qu'il se cache? Parce qu'il se sait impopulaire. Les peuples ne veulent pas se dépouiller spontanément de leur souveraineté, ni de leurs identités. Alors le mondialisme avance masqué. Il ne se développe pas de façon argumentée, mais insinue qu'il est une conséquence inéluctable de la mondialisation, ce qui est faux. La mondialisation pourrait tout au contraire s'accompagner d'affirmations identitaires et d'une soif d'indépendance et de différenciation plus grande dans un concert mondial des nations et des peuples. Philippe Herrlin, économiste, s'intéresse spécialement à tout ce qui touche autour de la monnaie, l'inflation, le bitcoin, l'or, les problèmes de dette, de pouvoir d'achat, le calcul de l'inflation, etc. Voilà. Donc, j'ai écrit plusieurs ouvrages sur le sujet chez Errol. Alors en fait, ce qui est contre-intuitif, c'est qu'on a constaté sur l'année 2020 que le nombre de faillites avait diminué de 40% par rapport à 2019. Alors ça vient d'où? Ça vient du fait que face à la crise du Covid, le gouvernement a offert plein d'aides. Il y a les prêts garantis, les PGE, il y a les URSSAF qui sont décalés dans le temps, etc. Et ce qui fait que des entreprises qui auraient dû faire faillite normalement s'il n'y avait pas eu le Covid ont profité de ces aides pour continuer leur activité. Donc ça veut dire que quand ces aides vont s'arrêter, on va avoir une vague vraiment très importante de faillites. Et ça risque d'être destructeur pour l'économie, et notamment pour tous les secteurs qui sont fermés, les restaurants, bars, boîtes de nuit, salles de sport, tout le secteur du tourisme, ça risque d'être vraiment dévastateur, quoi.
les estimations, quand on les prend des principaux intéressés, c'est quasiment la moitié des restaurants qui seraient en faillite si on continue comme ça, quoi. Parce que la réouverture, on n'a même pas encore de date, donc ça va plutôt être mars ou plus tard ou avant l'été, donc ça risque d'être vraiment catastrophique. Donc, et ça va avoir un effet en cascade sur les fournisseurs, sur tout l'écosystème. Donc il y a des secteurs qui vont souffrir, le tourisme, l'aéronautique aussi. On le voit, le nombre de vols et le nombre d'achats d'avions s'effondre. Et c'était un point fort de la France, donc ça va avoir des effets vraiment catastrophiques sur l'économie, quoi. Alors il y a plusieurs plans de relance qui ont été mis en place, mais moi je ne crois pas trop à toutes ces dépenses publiques gigantesques censées redresser l'économie, parce qu'on nous a fait un plan de relance courant 2020 pour 2021, mais en 2021, on continue le confinement. Donc, ça ne sert à rien de faire un plan de relance dans ces conditions-là. Il faudra plutôt stopper le couvre-feu et le confinement pour que tous les secteurs puissent rouvrir. Et à ce moment-là, il y aura une relance. L'État a à peu près budgété une centaine de milliards d'euros pour le plan de relance. Mais on voit pendant l'année 2020 que les Français ont augmenté leur épargne d'environ 100 milliards d'euros. Voilà. Donc, moi, j'ai tendance à dire que ces 100 milliards d'euros d'argent public ne servent à rien. Il faut faire en sorte que les Français qui ont surépargné 100 milliards d'euros, les remettent dans le circuit, parce que moi, je crois plus à l'initiative privée, au jugement des gens, plutôt qu'à des programmes publics où on balance de l'argent sans trop savoir où ça va. Voilà. Donc, ce qu'il faut, c'est restaurer la confiance, sortir du couvre-feu et du confinement qui, pour moi, sont stupides et inutiles. Et puis ensuite, l'économie va repartir. On fait partie des zones qui s'en sortent le plus mal, parce que on voit que l'Asie a redémarré assez fortement. Alors même s'il y a quelques petits confinements ponctuels en Chine, c'est à peu près le seul pays, mais ailleurs, l'économie repart. On voit que tout le continent africain et Moyen-Orient, ils sont pas trop impactés par le Covid. Il y a assez peu de confinement, donc l'économie continue de tourner. Les États-Unis, ça dépend. Alors là, il n'y a pas de politique vraiment nationale, ça dépend des États, en fait. Voilà. Mais disons que l'économie américaine s'en tire plutôt bien jusqu'ici. Voilà. Donc l'Europe risque d'être l'homme malade de la planète, avec ces confinements et ces reconfinements sans fin, quoi. Le Great Reset, c'est un terme que j'ai vu apparaître sur Twitter et que je ne voyais pas dans les grands médias. Donc j'ai essayé de m'y intéresser et j'ai vu qu'en fait, à l'origine, c'était un livre écrit par Klaus Schwab. Et Klaus Schwab, c'est le fondateur du Forum de Davos, ce Forum de Davos qui a lieu tous les ans et qui a réuni les grands chefs d'État et les grandes entreprises, qu'on présente souvent comme un temple du capitalisme. Mais quand on fouille un peu, ce n'est pas tout à fait exactement ça. Et j'ai lu ce livre. Et moi, je l'ai trouvé vraiment effrayant, parce que c'est un programme d'étatisation de l'économie. Moi, je suis un économiste libéral, je défends la liberté, l'initiative privée, le capitalisme, voilà. Et en lisant ce livre, j'ai vu qu'il y avait plutôt une défense de ce qu'on appelle le capitalisme de connivence, c'est-à-dire le fait que l'État et les grandes entreprises marchent main dans la main. D'ailleurs, souvent, on voit souvent des personnes qui passent d'un côté à l'autre, du gouvernement aux grandes entreprises et vice-versa. Et puis, il y a aussi beaucoup de subventions qui sont versées à ces entreprises. Elles bénéficient aussi des marchés publics, de la défense ou d'autres. Et puis même, elles font en sorte que la législation aille dans leur sens. Voilà, donc ce capitalisme de connivence, c'est une perversion du capitalisme, parce que ça avantage les gros au détriment des entreprises moyennes et petites. Voilà. Et ce que prévoit le Great Reset, pour faire court, c'est d'accentuer ce mouvement vers une économie très dirigée, c'est-à-dire qu'à la limite, on va se rapprocher du modèle chinois. Bon, les Chinois, ils sont partis, les deux modèles sont partis de bord opposé. Les Chinois sont partis d'un système communiste pur et dur sous Mao, et les États-Unis étaient un modèle libéral. Et là, on voit qu'ils sont en train de converger, en fait, avec d'un côté le capitalisme de connivence, comme je viens de le dire, et puis le socialisme de marché à la chinoise, où le pouvoir central autorise un certain nombre de patrons à faire fortune, à créer des grands groupes, mais il ne faut pas qu'ils soient très critiques. On l'a vu récemment avec Jack Ma, le fondateur d'Alibaba, qui
la plus grande réussite économique chinoise. Il a osé faire quelques critiques au pouvoir chinois, et puis depuis, il a disparu, on ne sait même pas où il se trouve, on sait qu'il ne peut plus sortir du pays. Voilà, donc on voit que c'est une économie très contrôlée. Et les deux modèles sont en train de converger, et c'est ce que théorise le Great Reset. Et disons, pour synthétiser, le Great Reset s'appuie sur l'impact du Covid. On connaît la formule d'un communicant politique qui dit il faut jamais gâcher une bonne crise. Et le Covid, ça a été un peu une divine surprise qui a permis à l'État de mettre la main sur toutes nos vies, de contrôler nos vies à un niveau jamais atteint depuis la Deuxième Guerre mondiale, quoi, voilà. Et l'idée que théorise le Great Reset, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter là. C'est qu'ensuite, il y aura une autre urgence, dont on nous parlait déjà avant, mais qu'on n'arrivait pas vraiment à enclencher, qui est le réchauffement climatique. Enfin, le soi-disant réchauffement climatique, moi j'y crois pas du tout. Mais bon, ça, ce sera un autre sujet. Mais disons, quand on se pense un peu sur le sujet, on se rend compte que ce soi-disant réchauffement climatique anthropique, c'est-à-dire provoqué par l'homme, ne tient pas debout. Voilà. Mais pourquoi est-ce que ça a autant de succès, notamment en Europe? Eh bien, c'est que la lutte contre le réchauffement climatique, c'est un argument normatif pour permettre à l'État d'intervenir dans la vie des individus et des entreprises à un niveau qui était jamais atteint, quoi. Voilà, quand on contrôle nos déplacements, notre habitation, l'industrie, l'agriculture, on contrôle toute l'économie, quoi. Voilà. Et donc, à la lecture du livre de Klaus Schwab, et j'ai expliqué dans une note en prenant les citations les plus importantes, le Covid, ça sert donc de déclencheur pour ensuite passer à la lutte contre le réchauffement climatique, c'est-à-dire l'intervention de l'État qu'on a vu se développer de façon fulgurante avec l'occasion du Covid, elle va continuer après. Et moi, je dis, c'est quelque chose d'extrêmement dangereux parce que nos libertés, il n'y a pas seulement le capitalisme qui est mis en cause, c'est aussi nos libertés fondamentales qui sont mises en cause par cette étatisation générale de la société, quoi.